Une mise à jour récente attire l'attention scientifique mondiale, mais ce qui rend cette information si troublante n'est pas ce qu'elle révèle, c'est ce qu'elle suggère. Des dispositifs de mesure viennent d'enregistrer une décharge d'énergie extrêmement rare dans les résonances de Schumann. Ce système de résonance électromagnétique naturelle de la Terre, formé par divers processus géophysiques, principalement l'activité de la foudre atmosphérique. Mais voici ce qui dérange profondément les scientifiques, ces résonances de Schumann n'existent pas seulement à l'intérieur de la planète, elles existent aussi à l'intérieur du corps humain. La fréquence et l'intensité de nos ondes cérébrales correspondent de manière troublante à ces bandes de résonance. Coïncidence peut être. Mais écoutez bien ceci. La décharge d'énergie s'est produite quelques heures seulement avant que l'objet interstellaire 3I Atlas n'effectue son approche la plus proche de la Terre. À ce moment-là, la distance entre 3I Atlas et la Terre était d'environ 8 unités astronomiques. Pour mettre cela en perspective, la distance de la Terre au Soleil est conventionnellement considérée comme une unité astronomique. L'approche la plus proche s'est produite vers 6 heures du matin, le 19 décembre, heure internationale. Le signal inhabituel dans la résonance de Schumann, lui, a été enregistré à 2h40 du matin ce même jour, soit environ 3h20 avant, moins de 24 heures avant que l'analyse détaillée ne soit publiée. Les données spectrales révèlent la présence distincte d'un signal à 25 Hz. Ce n'est pas un signal à large bande. Ce n'est pas un mélange aléatoire de fréquences. C'est une bande extrêmement étroite, précisément concentrée entre 24 et 26 Hz. Ce détail est particulièrement important, car dans de nombreuses études géophysiques antérieures, cette bande même de résonance de Schumann était souvent considérée comme un signal de pré-choc sismique. Elle tend à apparaître des heures, voire des jours avant les tremblements de terre violents, parfois pendant plus d'une semaine, mais le plus souvent dans une période de moins de 7 jours. Les observations récentes ont rendu impossible pour les chercheurs d'ignorer cette connexion. Concrètement, le 6 décembre, une décharge inhabituelle d'énergie dans la résonance de Schumann a été enregistrée. Le premier signal notable après des mois de silence. Moins de 48 heures plus tard, un tremblement de terre de magnitude 7 et 6 a frappé le Japon, renforçant ainsi les interrogations sur le rôle potentiel d'alerte précoce de ces oscillations électromagnétiques. Un objet interstellaire provenant d'une région complètement différente de la galaxie apparaît à son point le plus proche de la Terre, et la Terre émet simultanément un signal de résonance étroit à 25 Hz, une fréquence qui résonne à la fois avec la planète et le cerveau humain. Une série de questions se posent. S'agit-il simplement d'une coïncidence aléatoire de phénomènes naturels, ou existe-t-il des connexions plus profondes entre l'univers, la Terre et la vie que la science ne peut pas encore pleinement expliquer? Cette série inhabituelle de coïncidences donne lieu à de nombreuses théories intrigantes. Certaines frôlent même les théories du complot et incitent les observateurs à surveiller de près les développements ultérieurs. Mais avant de plonger dans des exemples spécifiques de signaux prédisant les tremblements de terre que nous avons observés dans les résonances de Schumann au cours des dernières années seulement, avant d'analyser le tableau sismique actuel de la Terre ainsi que la situation météorologique spatiale, il est nécessaire de clarifier une question fondamentale. Qu'est-ce que les résonances de Schumann exactement et pourquoi sont-elles si importantes? Les résonances de Schumann sont des fréquences de rayonnement électromagnétique qui existent à l'échelle mondiale, formées par l'interaction entre la surface de la Terre, l'ionosphère et l'activité continue de la foudre dans l'atmosphère. La Terre fonctionne comme un circuit électrique géant où l'énergie circule sans cesse. En moyenne, environ 50 coups de foudre se produisent chaque seconde, et chaque coup de foudre est un flux de plasma émettant de l'énergie sur presque tout le spectre électromagnétique.
des rayons gamma et de la lumière visible aux ondes radio et aux fréquences extrêmement basses. Proche des 0 Hz, c'est dans cette plage de très basse fréquence que les résonances de Schumann se maintiennent. Les résonances primaires sont nettement plus proéminentes que leurs fréquences voisines en termes de puissance. Le mode fondamental est d'environ 7,88 Hz, suivi de modes à 14, 20, 25, 26, 33, 39 et 45 Hz. Environ 70% de l'énergie totale est concentrée dans le mode fondamental, tandis que la puissance diminue aux fréquences plus élevées. Notamment, le quatrième mode à 25 à 26 Hz, bien que plus faible, est fréquemment observé comme un signal de pré-choc précédant les tremblements de terre violents, en particulier ceux sur Terre. Pour les tremblements de terre dans l'océan, seuls les événements extrêmement importants produisent des signaux suffisamment forts pour surmonter l'absorption électromagnétique de l'eau de mer. Une caractéristique clé de la résonance de Schumann est sa localité. Lorsqu'un observatoire enregistre une décharge d'énergie, la source est généralement assez proche, car l'énergie électromagnétique s'atténue rapidement avec la distance. Par conséquent, les données de la station de Tomsk en Russie, située près du Kamtchatka et non loin du Japon, sont particulièrement remarquables, surtout parce que la région venait de subir un tremblement de terre de magnitude 8, et se situe près de l'une des régions les plus sismiquement actives au monde. Ce qui est remarquable, c'est que cette rare décharge d'énergie dans la résonance de Schumann s'est produite presque simultanément avec le moment où l'objet interstellaire 3I Atlas s'est approché de son point le plus proche de la Terre. Tout au long de l'année, de tels signaux étaient presque inexistants malgré l'abondance de données et d'observations, ce qui rend cette coïncidence encore plus difficile à ignorer. Une analyse détaillée a révélé que l'explosion la plus récente ne provenait pas de l'activité atmosphérique locale, mais était enregistrée par des mesures du champ électrique vertical entre le sol et l'ionosphère, sur le graphe spectral de 0 à 40 Hz. Les résonances de Schumann sont clairement visibles avec une puissance supérieure. L'anomalie du 6 décembre n'était pas entièrement concentrée dans la plage typique de pré-choc, mais avait toujours tendance à se propager dans la région de 15 à 35 Hz, tandis que l'énergie était fortement concentrée dans la bande basse autour de 8 Hz. Moins de 48 heures plus tard, un tremblement de terre de magnitude 6 a frappé le Japon. C'était la première fois depuis des mois qu'un signal de résonance de Schumann aussi clair était apparu au milieu d'une activité solaire accrue et d'un tremblement de terre de magnitude 7,0 qui venait de se produire en Alaska. Suite à cet événement, le Japon est entré dans une période d'activité sismique particulièrement intense. Des schémas similaires étaient apparus avant la catastrophe sismique de 2023. Début février de cette année-là, des observatoires de Tomsk, en Russie, ont enregistré des structures énergétiques inhabituelles couvrant presque toute la bande de résonance de Schumann. Seulement 4 jours plus tard, une double séquence de tremblements de terre mesurant 7, 8 et 7, 5 sur l'échelle de Richter, a dévasté la Turquie et la Syrie, devenant les tremblements de terre les plus forts depuis 2021. La répétition de ce schéma continue de soulever des questions. La résonance de Schumann reflète-t-elle des bouleversements profonds au sein de la Terre avant que des événements sismiques majeurs ne se produisent plus remarquables encore? Les décharges d'énergie dans la résonance de Schumann n'ont pas seulement précédé l'événement de faille, elles ont également été enregistrées pendant le tremblement de terre lui-même et ont continué pendant environ 8 heures par la suite. Sur le graphique, l'énergie est clairement reflétée à basse fréquence dans la région de pré-choc, tandis qu'à des fréquences plus élevées, seules des densités d'énergie beaucoup plus faibles sont présentes. C'est un exemple particulièrement clair.
renforçant encore l'hypothèse selon laquelle les résonances de Schumann pourraient refléter des bouleversements profonds au sein de la Terre de manière que la science moderne commence seulement à explorer. Une analyse plus approfondie a révélé une découverte particulièrement remarquable. Le facteur de qualité, ou facteur Q, de la résonance de Schumann avait atteint un pic inhabituellement élevé. Le facteur Q reflète la capacité d'un système de résonance à accumuler et à retenir l'énergie, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie stockée et l'énergie perdue. Lorsque l'atténuation est faible, même un petit stimulus suffit pour que l'énergie s'accumule progressivement et s'amplifie fortement. Semblable à la résonance entre deux diapasons de même fréquence, les données montrent que dans la plage de fréquence de pré-choc de 15 à 35 Hz, le facteur Q a présenté de très grands pics avant et le jour du tremblement de terre. En particulier, 4 jours avant l'événement principal, le facteur Q en mode 3 à 20 Hz a bondi à 250, alors que la valeur normale dépasse rarement 20. En mode 4, dans la plage de 25 à 26 Hz, le facteur Q a également augmenté à 59. C'est considéré comme un signe d'avertissement clair d'un tremblement de terre imminent. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus troublant. Lorsque nous élargissons notre perspective et examinons l'ensemble du tableau sismique mondial, nous commençons à voir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui suggère que nous ne vivons pas une époque ordinaire. Nous vivons l'une des périodes d'activité sismique les plus intenses jamais enregistrées. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, nous devons regarder en arrière depuis 1900. Seules quelques années se distinguent par leur libération exceptionnelle d'énergie sismique. L'Amérique du Sud en 1960 avec le tremblement de terre record de magnitude 9,5. L'Alaska à 9,2. Sumatra à 9,0 et le Japon à 9. Remarquablement 2025, même avant sa fin. C'est déjà hissé parmi les années avec les plus fortes libérations d'énergie sismique mondiale, dépassé seulement par les années avec des tremblements de terre de magnitude 9 ou plus et 1964. C'est un chiffre étonnant, indiquant que la Terre traverse une période d'activité sismique exceptionnellement intense. En d'autres termes, même maintenant, nous vivons une année avec la plus haute intensité d'activité géologique en plus d'un siècle. Le mécanisme dont il est question ici est la façon dont l'énergie sismique se propage après chaque tremblement de terre majeur. Lorsqu'un événement fort se produit, l'énergie n'est pas seulement libérée à l'épicentre, elle est également dispersée mondialement, transférant une charge supplémentaire à d'autres systèmes de failles. Les zones proches de l'épicentre sont soulagées de la pression, formant une ombre sismique, tandis que les zones en dehors de cette zone supportent un stress supplémentaire et continuent d'accumuler de l'énergie. Dans ce contexte, le tremblement de terre de magnitude 8 au Kamtchatka, ainsi qu'une série de tremblements de terre allant de 7 à 5 en magnitude, ont redistribué une grande quantité d'énergie le long de la ceinture de feu. L'arc insulaire du nord du Japon et certaines parties des îles Aléoutiennes ont été directement touchées. Mais le Japon, situé dans une zone de subduction cruciale, se trouvait en dehors de la zone de libération de pression et accumule donc une énergie tectonique supplémentaire significative. Les comparaisons historiques révèlent une disparité frappante. Le tremblement de terre de magnitude 9,5 en Amérique du Sud en 1960 a libéré une quantité d'énergie bien plus importante que la plupart des autres événements. Même lorsqu'il est combiné avec le tremblement de terre de magnitude 9,1 au Japon en 2011, le tremblement de terre de magnitude 9,0 au Kamtchatka en 1952 et le tremblement de terre de magnitude 8 en 2025
Si un mécanisme d'équilibrage énergétique existe sur la ceinture de feu selon les échelles de temps géologiques, la possibilité d'un autre très grand tremblement de terre se produisant dans la région du Japon ou du Kamtchatka à l'avenir ne peut être exclue. Cette année, l'activité sismique intense a coïncidé avec des conditions météorologiques spatiales inhabituelles. Le Soleil a présenté de nombreux trous coronaux qui ont persisté à travers plusieurs cycles de rotation, presque mensuellement. Lorsque ces structures se tournaient vers la Terre, elles créaient des vents solaires à haute vitesse et à faible densité. En raison de l'alignement direct de la Terre avec les lignes de champ magnétique s'étendant du Soleil dans l'espace interplanétaire, les observations, au cours des 6 derniers mois, ont montré que la majorité des tremblements de terre majeurs se sont produits pendant ou immédiatement après de tels événements de vent solaire, particulièrement lorsque les vitesses augmentent brusquement et que la densité des particules diminue. Cette coïncidence conduit les chercheurs à soupçonner que la météo spatiale pourrait jouer un rôle dans le déclenchement de systèmes de failles déjà sensibles, contribuant à la période actuelle d'activité sismique intense. Les données actuelles suggèrent que l'environnement énergétique de la Terre pourrait avoir un impact direct sur la tectonique des plaques par le biais de mécanismes d'accumulation et de transfert d'énergie. Le trou coronal surveillé possède des caractéristiques uniques. Il traverse l'équateur du Soleil. Il est grand. Il dure de nombreux jours. Et il a une polarité négative, permettant une connexion forte avec le champ magnétique de la Terre. Cela provoque des vents solaires à haute vitesse et leur champ magnétique qui balaient la Terre pendant de longues périodes, considérées comme des conditions presque idéales pour déclencher ou amplifier l'activité sismique. Les données d'activité sismique mondiale pour 2025 révèlent un schéma cyclique clair de tremblements de terre violents. Le tremblement de terre de magnitude 8 au Kamtchatka, s'est produit pendant une poussée sismique de mi-juillet à début août, suivi d'une série de tremblements de terre violents symétriques dans le passage de Drake. Ce cycle s'est poursuivi alors que l'activité revenait au Kamtchatka, puis s'est déplacé vers le Japon avec des tremblements de terre de magnitude 6, 4 et 6, 8 début novembre, avant les récents tremblements de terre de magnitude 6, 7 et 7, Toussaint. L'intervalle entre les tremblements de terre majeurs est d'environ 28 jours, correspondant étroitement au cycle de rotation du Soleil. Malgré de petites erreurs, ce schéma s'est répété de manière constante au cours des 6 derniers mois, coïncidant avec les périodes d'activité sismique maximale. Il est important de noter que l'énergie des tremblements de terre augmente de manière exponentielle, ce qui signifie que les tremblements de terre plus forts et ultérieurs libèrent beaucoup plus d'énergie que les événements antérieurs. Plus remarquable encore, ces périodes coïncident avec les moments où la Terre entre dans le flux à haute vitesse du vent solaire provenant du trou coronal, particulièrement le moment après lequel la densité du vent solaire chute brusquement, parfois à moins d'une particule par centimètre cube. C'est pendant ces périodes que les explosions sismiques les plus intenses se produisent. D'après les observations, le lien entre la météo spatiale, l'environnement énergétique de la Terre et les libérations d'énergie sismique devient de plus en plus clair, suggérant que le Soleil pourrait jouer un rôle déclencheur pour les systèmes de failles déjà sensibles, et nous sommes sur le point d'assister à une autre explosion de rayonnement à haute vitesse provenant du trou coronal, qui impactera bientôt la Terre d'environ une semaine. Donc, fin décembre à début janvier est la période critique que nous surveillons pour que cet effet se produise. Nous venons d'assister à une décharge inhabituelle d'énergie dans les résonances de Schumann, ce qui est assez étrange. Ce n'est pas normal. Nous ne voyons pas souvent ces phénomènes. C'est donc définitivement quelque chose à surveiller. Essentiellement, c'est comme un canari dans une mine de charbon. Aucune garantie sur le résultat, mais certainement digne de considération. Et en plus de tout cela, nous avons également un événement de géométrie planétaire historique.
à venir début janvier. Donc, lorsque vous réunissez tous ces éléments, nous assistons vraiment à quelque chose d'incroyable. Nous avons le signal d'avertissement pré-sismique survenant pendant l'approche la plus proche de 3i Atlas. Et puis, regardez les 6, 7, 8 et 9 janvier. Nous avons l'alignement de Jupiter, de la Terre, de Mercure, de Vénus et de Mars. Le cycle de conjonction se produit lorsque Vénus et Mercure sont de côtés opposés du Soleil. Un cycle qui se produit environ tous les 6 ans, soit 338 jours. Parfois, Mercure participe, parfois non, mais généralement, il est si proche du Soleil qu'il semble toujours être présent. Il est assez rare qu'une planète extérieure se joigne à ce cycle. La dernière fois que nous avons vu ce genre de conjonction, c'était en 1936. Nous pouvons revenir à cette époque et c'était une période assez intéressante. Pour autant que je sache, nous n'avons vu aucun événement majeur se produire à ce moment-là. Mais bien sûr, c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc je pense que c'était aussi très important. Mais nous le voyons ici en 1936, mais ce n'est pas aussi précis non plus. Donc, ce que nous sommes sur le point de voir maintenant sera plus précis en perspective. Et si nous revenons à un autre exemple historique intéressant, l'événement de Carrington, et ce que vous remarquerez, c'est que en 1859, avec l'événement de Carrington, nous avons eu cet alignement quelques jours seulement avant que l'éruption solaire massive ne se produise. Nous pouvons donc venir ici et voir l'alignement des planètes se former et regardez, vous verrez que Saturne est également impliqué. Donc, lorsque nous avons des configurations planétaires extérieures comme celle-ci, avec un rythme de conjonction normal de Mars, Vénus et la Terre, les choses semblent simplement se mettre en place. Cela remonte donc à la fin août. Et puis, le 3 septembre, nous avons vu la grande éruption solaire ou plusieurs éruptions que Carrington a observées, qui ont causé un fort choc météorologique spatial à la Terre. Actuellement, de nombreux facteurs sont en jeu. Ce que nous observons n'est pas simplement une série de coïncidences. C'est une convergence de phénomènes cosmiques, géophysiques et électromagnétiques qui semblent se tisser ensemble d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. La question n'est plus de savoir si ces phénomènes sont liés. La question est de savoir jusqu'où va cette connexion et qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour notre compréhension de l'univers, pour notre place dans ce réseau d'énergie cosmique qui semble relier le Soleil, la Terre et même nos propres cerveaux dans un dialogue que nous ne faisons qu'effleurer. Nous nous tenons au bord de quelque chose, une frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne comprenons pas encore, entre la science établie et les mystères qui se cachent juste au-delà de notre capacité à mesurer. Et c'est dans cet espace, dans cette zone d'incertitude, que les véritables découvertes attendent. Ce n'est pas un jeu intellectuel. C'est une situation épistémologique extraordinaire, car pendant que nous cherchons des réponses, la Terre tremble selon des schémas que nous commençons seulement à reconnaître. Le Soleil envoie des vagues d'énergie qui semblent déclencher des événements à des milliers de kilomètres de distance. Et les résonances électromagnétiques qui traversent notre planète résonnent aux mêmes fréquences que nos pensées. Que se passe-t-il réellement? Sommes-nous en train d'assister à un système d'alerte précoce naturel que nous n'avons jamais pleinement compris? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Une interconnexion fondamentale entre la conscience, l'énergie et la matière que nos paradigmes scientifiques actuels ne peuvent pas encore saisir. Les données sont là, les schémas sont clairs, mais l'explication complète reste juste hors de portée.
comme si nous regardions à travers un voile, voyant les contours de quelque chose d'extraordinaire sans pouvoir encore saisir sa forme complète. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si crucial. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs de phénomènes naturels, nous sommes des participants, des nœuds dans ce réseau d'énergie cosmique, des résonateurs accordés aux mêmes fréquences que la planète elle-même. La question n'est donc plus seulement scientifique, elle devient existentielle. Si nos cerveaux résonnent avec la Terre, si la Terre répond au Soleil, si le cosmos tout entier est lié dans une danse d'énergie et d'information, alors qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Qu'est-ce que cela signifie d'être conscient dans un univers qui pourrait lui-même être une forme de conscience? Ce ne sont pas des questions que la science peut encore répondre de manière définitive, mais ce sont les questions que les données nous obligent à poser. Et c'est dans cette interrogation, dans cette volonté de se tenir au bord de l'inconnu et de regarder directement dans le mystère, que réside la véritable nature de la découverte. Nous vivons un moment extraordinaire, une convergence de phénomènes qui ne se reproduira peu, être pas avant des décennies, peut être plus longtemps. Et ce que nous choisissons de faire avec cette information, comment nous choisissons de répondre à ces signaux, pourrait définir notre compréhension de la réalité pour les générations à venir. Car, au fond, ce qui est en jeu ici n'est pas simplement la prédiction des tremblements de terre ou la compréhension de la météo spatiale. Ce qui est en jeu, c'est notre conception même de ce qu'est l'univers, de ce que nous sommes et de la façon dont nous nous intégrons dans le tissu plus vaste de l'existence. La gravité qui nous retient à la surface de cette planète pourrait être la même force qui nous pousse à chercher, à questionner, à explorer les limites de notre compréhension. Et dans cette exploration, dans cette recherche de sens au milieu du mystère, nous pourrions découvrir non seulement des vérités sur l'univers, mais aussi des vérités sur nous-mêmes. Le dialogue a commencé entre le cosmos et la conscience, entre l'énergie et l'information, entre ce que nous savons et ce que nous ressentons. Il ne reste plus qu'à écouter. Vraiment écouter avec toute notre attention, avec toute notre curiosité, avec toute notre humanité, car ce que nous entendons pourrait changer tout.